Je vais avoir besoin de vous. Parce que c'est pour moi un moment de grande émotion, mêlé de fierté aussi. Vous parlez de quelqu'un qui est docteur en pharmacie, chercheur, actuellement en thèse de doctorat entre l'Université de Naples et l'Institut du microbiote de Cork. Ses recherches portent sur les microbiotes, ces populations vivantes de milliards de micro-organismes, microbes, bactéries, micro-champignons et autres, dont nous sommes les hôtes au final. Il nous arrive tout droit d'Irlande, donnant à ces journées un petit caractère international. Non, je plaisante. Et je suis particulièrement heureux de donner la parole à mon fils Baptiste. Donc, bonjour à tous. Je me présente rapidement, je m'appelle Baptiste Matteux et je suis en thèse de doctorat en sciences pharmaceutiques sur le thème du microbiote intestinal. Et plus précisément sur le lien entre le microbiote intestinal et différents organes du corps humain, et voir les voies de communication donc, entre notre microbiote intestinal et ces différents organes. Donc la présentation d'aujourd'hui portera sur le lien entre le microbiote intestinal et la peau, à travers cette présentation, microbiote et peau. Donc avant tout, qu'est-ce que le microbiote ? Donc il s'agit d'un ensemble de micro-organismes qui vont vivre en équilibre avec leur hôte, donc généralement le corps humain. Et ces micro-organismes, il va s'agir de bactéries, de virus et de levures, et non pas seulement de bactéries comme on a souvent tendance à le résumer, mais en fait c'est parce que pour l'instant c'est les bactéries qu'on sait le mieux étudier, mais de plus en plus on étudie les virus et les levures dans le cadre du microbiote. Donc des microbiotes, on en a à beaucoup d'endroits du corps, donc dans la sphère ORL, dans la sphère digestive, je ne vois pas mon laser, dans la sphère digestive, dans la sphère génitale et enfin sur la peau. Et comme vous pouvez le voir ici, en fonction de la localisation et en fonction des différents challenges auxquels vont être soumis chaque environnement, on va avoir des microbiotes qui vont avoir des compositions différentes les uns des autres. Et aujourd'hui, on va se pencher en particulier sur un microbiote en particulier qui est le microbiote intestinal. Donc quels sont les rôles de ce microbiote intestinal ? En premier lieu, on va avoir une régulation de l'appétit et de la sensation de satiété. Ensuite, on va avoir un rôle dans la digestion, c'est-à-dire que le corps humain de lui-même ne peut pas digérer tout ce qu'on lui donne, et il est aidé par le microbiote qui va digérer certains éléments que le corps ne sait pas digérer. Ensuite, il va venir moduler les défenses immunitaires, participer à la balance énergétique, donc par exemple, il va gérer en partie le stockage des graisses. Et enfin, il va participer à la production de nutriments. Donc le microbiote va produire des vitamines dont le corps a besoin et qu'il ne sait pas fabriquer autrement. Mais ce qu'on découvre de plus en plus au cours de ces dernières années, le microbiote intestinal, il n'agit pas seul. Il agit aussi en collaboration avec d'autres organes. Et il y a des axes comme ça qui ont été découverts. De nombreux axes. On voit aussi quelques-uns, mais ils n'y sont pas tous. Donc un axe dont on parle beaucoup par exemple c'est le gut-brain axis, donc l'axe intestin-cerveau, et en fait le microbiote intestinal va venir intervenir dans le bien-être des autres organes, mais aussi venir moduler les pathologies. Donc dans le cerveau par exemple, le microbiote intestinal va venir moduler les maladies psychiatriques, l'autisme ou encore les maladies neurodégénératives. Donc il y a d'autres axes, l'axe intestin-cœur, l'axe intestin-poumon, un axe entre le microbiote intestinal et le métabolisme, donc dans l'obésité, le diabète de type 2 ou encore les cancers. Et l'axe qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'axe intestin-peau. Et donc le microbiote intestinal va participer activement au bien-être de la peau et il va pouvoir moduler différentes pathologies, notamment le psoriasis, la dermatite atopique ou encore l'acné. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment notre microbiote intestinal arrive à communiquer avec notre peau. Et pour cela, on va plonger dans nos intestins et plus précisément, si ça va bien passer, au niveau de notre barrière intestinale. Donc ici, on retrouve les barrières, les cellules qui tapissent nos intestins et qui ont un rôle de barrière. Donc sur ces cellules repose un mucus. Et sur ce mucus, notre microbiote intestinal. Donc la partie supérieure de l'écran sera l'intérieur de notre intestin, tandis que la partie inférieure sera les tissus.
Et donc, notre microbiote intestinal, on va se focaliser en particulier sur un certain type de bactéries qui vont être des bactéries qui vont être en mesure de digérer les fibres alimentaires. Donc les fibres alimentaires, ça va être les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses qui viennent de notre alimentation. Et après avoir digéré ces aliments, ce type de bactérie va pouvoir produire des molécules qui vont traverser la barrière intestinale. Ces bactéries, on les appelle acides gras à chaîne courte. Et on va avoir 3 types d'acides gras à chaîne courte, qui vont être le butyrate, le propionate et l'acétate, qui sont les 3 principaux du corps humain, mais qu'on appellera aujourd'hui uniquement les acides gras à chaîne courte. Et ces molécules, une fois qu'elles auront passé la barrière intestinale, vont se retrouver dans les tissus et vont pouvoir emprunter la circulation sanguine pour aller atteindre d'autres organes. Et nous, l'organe qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la peau. Donc voilà, on se retrouve au niveau de l'épiderme, dont on a déjà parlé aujourd'hui, et c'est un épiderme abîmé, c'est un épiderme malade, et donc c'est un épiderme avec une inflammation. Et nos acides gras à chaîne courte, ils vont avoir différents rôles au niveau de cette peau, et d'abord un rôle dans l'inflammation. Donc ils vont aller au contact des cellules inflammatoires pour réduire cette inflammation, et en plus de ça, ils vont aller dans la couche supérieure de l'épiderme, et ils vont participer à la fabrication de céramides. Les céramides, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits lipides qui servent à faire des jointures entre les cellules et qui vont rendre la barrière cutanée moins poreuse. Pourquoi ça va être important ? Parce qu'en l'absence de ces céramides, l'eau qui est présente dans nos tissus comme la peau sera poreuse, l'eau va pouvoir s'évaporer et donc on va se retrouver avec une peau asséchée. En revanche, en présence de ces céramides, notre eau va rester bloquée dans les tissus et on aura une peau bien hydratée. Donc voilà 2 rôles que les acides gras à chaîne courte peuvent présenter au niveau cutané. Donc à la fois un rôle de réduction d'inflammation et un rôle dans la production de lipides pour renforcer la barrière cutanée. Donc on va voir comment ces acides gras à chaîne courte peuvent être intéressants dans une pathologie qui est la dermatite atopique. Donc on va rapidement voir ce qu'est la dermatite atopique. Donc il s'agit d'une maladie qui repose sur un terrain génétique. Le premier élément, ça va être que génétiquement, ces patients vont avoir une diminution d'une protéine qui s'appelle la filagrine. Et ce qui va nous intéresser, c'est que ça conduit à une diminution de la production de céramides. Donc les cellules de la peau vont être moins jointives entre elles, et l'eau va tendance à s'évaporer, et donc le tissu va avoir tendance à être asséché. Et en plus de ça, on va avoir un dérèglement immunitaire avec des cellules immunitaires qui seront plus susceptibles de déclencher des inflammations. Ensuite, dans un deuxième lieu, c'est une maladie allergique qui réagit à des facteurs environnementaux et donc qui va être sensible à l'exposition à différents allergènes qui viennent de l'extérieur du corps, qui vont être sensibles au déséquilibre du microbiote cutané, donc qui vont affaiblir la barrière cutanée, et au déséquilibre du microbiote intestinal, dont on parlera juste après. Et enfin, pour les symptômes de cette maladie, ça va se déclencher sous forme de taches rouges, avec des démangeaisons qui vont se transformer ensuite en vésicules, toujours avec des démangeaisons, et enfin qui vont former des croûtes. Et chez les adolescents et les adultes, ces croûtes et ces taches vont se retrouver au niveau du cou, des bras et des jambes en particulier. Et en plus de ça, on va avoir un cercle vicieux, c'est-à-dire que, comme je vous le disais dans les symptômes, il y a des démangeaisons. Les démangeaisons vont donner lieu à du grattage, donc ce qui va faire rentrer de nouveaux éléments extérieurs dans la peau, renforcer l'inflammation et donner lieu à de nouvelles démangeaisons. Ce qui a été remarqué d'assez intéressant, c'est que dans beaucoup de patients avec une dermatite atopique, on a une modification du microbiote intestinal. Donc comme vous le voyez, il a un peu changé par rapport à tout à l'heure. Notre barrière intestinale est les cellules sont beaucoup moins resserrées entre elles, et ces espaces-là vont être utilisés par des éléments pour traverser la barrière intestinale. Donc on va avoir des éléments non voulus qui vont rentrer dans les tissus et qui vont déclencher une réaction inflammatoire. En plus de ça, ils ont découvert que la quantité de bactéries qui produisent nos acides gras à chaîne courte est diminuée chez ces patients, et donc que, logiquement, les acides gras à chaîne courte eux-mêmes sont diminués. Donc en 2022, il y a une étude qui a été réalisée chez des souris qui présentaient un modèle de dermatite atopique.
Et à ces souris, ils ont décidé de les soumettre à un régime riche en fibres pour voir quel impact ça pouvait avoir sur les symptômes de la souris. Et donc ce régime riche en fibres, ils ont constaté que ça donnait lieu à une augmentation des bactéries productrices d'acide gras à chaîne courte, donc une augmentation de la production d'acide gras à chaîne courte, qui passent dans les tissus comme on a vu, et qui viennent déjà réduire l'inflammation au niveau intestinal, mais en plus de ça, qui viennent réduire l'inflammation au niveau de la peau, et vont participer à la relipidation de la peau par la production de céramides, comme on l'a vu auparavant. Et ces deux éléments permettent une meilleure intégrité cutanée et une amélioration des symptômes qui ont été constatés chez ces souris. Donc, c'est une voie de communication très intéressante, ces acides gras à chaîne courte. Il y en a différentes dans l'axe intestin-peau, mais j'ai choisi de vous présenter celui-là parce que c'est une voie de communication qui est de plus en plus, qu'on retrouve de plus en plus dans les différentes recherches, et pas seulement dans l'axe intestin-peau, qui va intervenir dans beaucoup de pathologies, et qui est un gros axe de communication entre le microbiote intestinal et les autres organes. Donc finalement, comment on peut agir sur cet axe intestin-peau? Dans un premier temps, logiquement, avec l'alimentation. Donc de plus en plus, on entend parler du régime méditerranéen, et nous, ce qui va nous intéresser dans ce régime méditerranéen, c'est que c'est un régime riche en fibres. Donc les fruits et les légumes, les fameux 5 fruits et légumes par jour, les céréales et les légumineuses. Et donc, grâce à l'apport de fibres, on va favoriser la production d'acides gras à chaîne courte. Ensuite, pour ce qui est des traitements à minimiser, les antibiotiques, c'est des médicaments magnifiques, mais si on les utilise à outrance, ils ont un rôle de bulldozer. Ils vont vraiment détruire le microbiote intestinal et faire perdre l'équilibre des bactéries qui y sont présentes. Donc c'est quelque chose à éviter d'utiliser systématiquement et sans l'avis de son médecin. Et enfin, pour les différents traitements, donc on a les prébiotiques, les probiotiques et les postbiotiques. Je vous fais un petit rappel de la différence entre les trois. Les prébiotiques, ça va être de la nourriture pour bactéries. Un des prébiotiques qui peut être intéressant dans notre cas, c'est directement de donner des fibres alimentaires. Donc ça va être pour des personnes qui n'arrivent pas à avoir un apport suffisant par l'alimentation. On peut leur proposer des fibres alimentaires directement sous forme de prébiotiques. Ensuite, on va avoir les probiotiques. Donc ça va être des bactéries vivantes qu'on donne aux patients pour permettre une meilleure recolonisation de son microbiote. Donc par exemple, deux probiotiques intéressants, notamment dans les problèmes de peau, ça va être Lactobacillus et Bifidobacterium. Et enfin, les postbiotiques, au lieu de donner la bactérie en elle-même, on va donner la molécule que produit cette bactérie. Donc par exemple, on peut donner nos fameux acides gras à chaîne courte à la place de donner les bactéries qui les produisent. Donc ces probiotiques et postbiotiques, ils montrent des résultats qui sont souvent intéressants dans la recherche, mais ils montrent aussi parfois aucune plus-value. Et donc la recherche attend d'avoir des éléments de preuve plus intéressants, plus probants, avant de les proposer plus largement au grand public. Donc pour l'instant, ce n'est pas une indication recommandée, et c'est pour ça que ce n'est pas encore considéré comme des médicaments, tant qu'on n'a pas réussi à confirmer leur efficacité. Je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, je peux vous répondre.